Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Ça va le moral? Ça va, même si la situation est compliquée. Ouais, là, nous allons voir un peu. Alors, heureusement qu'il y a Charlie Hebdo qui nous donne un petit peu de sourire. Est-ce que vous avez vu la dernière caricature qu'ils ont fait sur Erdogan? Oui, j'ai trouvé cette caricature très très drôle, très ressemblante et tout à fait de nature à énerver le sultan sulfureux des bords du Bosphore. Ça va phosphorer dans les idées de mesures de rétorsion contre la France. Hein. C'est quand même extraordinaire. Hein. Vous vous rendez compte? Une caricature, des mots peuvent provoquer comme ça la colère d'Adolphe Erdogan. Moi, je trouve que c'est chouette, c'est bien, ça fait plaisir. Hein. Alors Erdogan, lui, n'a pas trouvé ça très drôle. Hein. Il menace la France. Il n'a pas le sens de l'humour. Il n'a pas le sens de l'humour. J'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup le sens de l'humour. Non. Est-ce que vous craignez les mesures, les appels au boycott d'Erdogan? Non, mais je crois qu'il faut bien voir ce qui se cache derrière ces outrances, ces insultes à l'égard du président de la République. Qu'il voudrait envoyer dans un centre de soins psychiatriques quasiment. Hein. Alors, on va dire, c'est l'entonnoir qui vraiment là prend le pas, hein, parce que Erdogan il fait quand même figure de personnage tout à fait déséquilibré, mais derrière ces excès, il y a quand même une conséquence évidente, c'est que le monde islamique s'est embrasé contre la France. Un peu partout. Et il a même, ça a même eu pour effet de rendre complètement con un de nos ambassadeurs qui a dit que la France était un pays musulman. Bon, on a vraiment l'impression que les fous ne sont pas là où l'on croit. Hein. Bon, qu'est-ce qui se cache derrière ces insultes? C'est la question qu'il faut se poser. Bon, ce ne sont pas les excès d'un derviche délirant. Tout cela est voulu, organisé. En réalité, Erdogan veut prendre le contrôle de l'islam politique. Il est en conflit avec l'Arabie Saoudite et il veut démontrer qu'il est capable de conduire finalement les croyants dans une espèce de guerre contre l'Occident. Il veut le leadership du monde musulman en se dressant comme le sultan de la nouvelle guerre idéologique. Il veut recréer l'Empire ottoman. Il veut recréer l'Empire ottoman alors qu'il est quand même l'automate des frères musulmans. Ne soyons pas dupes. Derrière tout ça, il y a, et on ne le dit pas, il y a les frères musulmans. Donc on a la démonstration à partir des caricatures, à partir de ce qu'a dit Monsieur Macron, à partir des réactions de la Turquie, d'Erdogan, qu'il y a derrière lui une armée idéologique, enfin idéologico-religieuse, radicale, qui bouillonne, qui au moindre prétexte est prêt à agir. Mais nous l'avons quand même bien cherché. Rappelez-vous, en 2015, Erdogan, il est venu à Strasbourg faire campagne. La cathédrale n'en revenait pas devant une foule surexcitée. Il a fait campagne pour ses idées extrémistes en France. Et on l'a toléré dans la vieille ville libérée, où il y a maintenant la plus grande mosquée de France, qui peut accueillir 2500 fidèles, et qui a coûté quand même 32 millions d'euros, sauf erreur de ma part. Et puis quand même, l'homme qui vient en 2015, c'est le même qui en 1998, à Istanbul, perd la boule, et se permet de dire « nos mosquées sont nos casernes, nos minarets, nos baïonnettes, nos coupoles, nos casques, nos croyants, nos soldats ». Et franchement, j'ai pas beaucoup de tendresse pour Macron, mais s'il y en a un des deux qui mérite l'entonnoir,
c'est plutôt Erdogan, hein. Alors derrière l'insulte, les faits. On lui a donné à peu près depuis 2016, je crois, 6 milliards d'euros à Erdogan et à sa chère, très chère Turquie. L'Union européenne. L'Union européenne, oui. Il a été le premier inventeur du chantage à l'instrument migratoire. Il en a fait un instrument de pression géopolitique et de chantage. Ce qui en dit long du reste aussi sur les hypocrisies et les arrière-pensées au sujet des migrants. Parce qu'on est prêt à payer Erdogan pour qu'il ne nous les envoie pas, et dans les confessionnats médiatiques ou confessionnaux médiatiques, on dit que on voudrait accueillir toute la misère du monde. Bon, mais ce qui est hallucinant dans ce 21e siècle, c'est qu'on a pu inventer en Turquie l'arme du chantage aux migrants monnayables. Et par là, Erdogan, il rejoint les passeurs. Eux, ils font prendre des risques aux migrants pour prendre du blé. Lui, il entasse les migrants, syriens et d'autres pays, pour pouvoir faire du chantage. Il y a quand même en Turquie à peu près 4 millions de réfugiés, sauf erreur, 4 millions de réfugiés, bon. Et il nous menace avec ça. C'est un maître chanteur. Bon. Et on a trop toléré son comportement. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir maintenant, face à cette guerre idéologique et politique, comment l'Union européenne se comporte. Alors, justement, elle semble plutôt faire bloc. Elle semble soutenir Macron face à Erdogan. Non, mais c'est un bloc verbal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. Quand on a proposé un certain nombre de mesures pour sanctionner la Turquie au-delà des mots, mettre un terme à toutes les négociations relatives à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. On l'a proposé. On a demandé aussi qu'on réaffirme que l'Union européenne se tient aux côtés de la Grèce et de Chypre. On a également demandé aux membres de l'Union européenne d'avoir le grand courage de mettre fin à tous les financements accordés depuis fort longtemps à la Turquie dans le cadre du processus de préadhésion, parce qu'on en est encore là. Et quand on a demandé de prendre des mesures de rétorsion économique et politique et de suspendre l'union douanière entre la Turquie et l'Europe, à part nous et quelques républicains égarés, personne n'a voté ces mesures. Personne. C'est-à-dire que, là encore, l'Union européenne est la cantatrice des grandes résolutions, mais elle est incapable de prendre la moindre décision concrète. Alors justement, dans les amendements que vous avez décrits, il y a une réaction qui nous a un peu surpris, c'est celle de l'écologiste Yannick Jadot. Alors Yannick Jadot, il y a un mois, effectivement, quand il y a eu ces amendements au Parlement européen, il s'est opposé à la suspension de l'union douanière entre l'Union européenne et la Turquie. Et ce lundi, entendez bien, Yannick Jadot réclame sur Twitter la suspension de cet échange douanier entre la Turquie et l'Union européenne. Ah ben si on n'a plus d'éoliennes, on aura au moins des girouettes, voilà. On peut rien vous dire d'autre, là. Voilà, ce sont des girouettes, quoi. Bon, vous me direz, les girouettes, ça donne de l'air, ça donne du vent, c'est écologique, hein. Il n'y a pas plus écologique que la girouette. C'est une belle métaphore. On va changer un petit peu de sujet, parce qu'il y a une autre actualité aujourd'hui en France, c'est malheureusement toujours le Covid-19. Alors Macron annoncera ce soir de nouvelles mesures face à la deuxième vague. Alors qu'en pensez-vous, qu'en attendez-vous? Alors on ne sait pas quelles sont les mesures au moment où on enregistre cette émission qui vont être décidées. Est-ce qu'il y aura un confinement absolu? Est-ce qu'il y aura un confinement partiel? Est-ce qu'il y aura un confinement du week-end? Ce qui est certain, c'est que on est en train de payer par le prix de nos libertés
la cacophonie du discours médical. Moi, je peux plus les supporter, hein, les spécialistes qui viennent sur les chaînes de télé donner leur avis. Mais non, mais l'un dit oui, l'autre dit non, et on reste comme des cons, quoi. Se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qui dit vrai? Bon, ensuite, on n'a absolument pas tenu les engagements qui avaient été promis en termes de lits de réanimation. Je veux dire que c'est quand même grave. Un gouvernement promet, dans le cadre de mesures de santé, d'organiser un nombre important de lits de réanimation pour faire face à une deuxième vague, et on apprend que les lits de réanimation ne sont pas là. Promesse non tenue. Et puis aussi, on paye le prix de cette pédagogie absolument nulle sur la réalité du retour de l'épidémie, quand on nous a lâché dans le soleil des vacances, sous l'impulsion juvénile de Macron, hein, qui donnait l'impression d'être au petit matin dans le champ des cigales à tartiner des morceaux de brioche avec de la confiture et du beurre. On croyait que le virus était parti. Là, ils auraient dû être d'une fermeté absolue et de tenir un discours pédagogique qui aujourd'hui aurait produit son efficacité. Et enfin, je cède pas, moi, sur l'hydroxychloroquine. Je cède pas. Je trouve que c'est inouï que Raoult n'ait pas le droit d'utiliser ce médicament qui a fait ses preuves. Là, vraiment, il y a une grosse manip. Et alors, là, le prix à payer, c'est avec la peau de nos libertés. Je trouve que un jour ou l'autre, il faudra quand même que tous les responsables rendent des comptes. Eh bien, peut-être à la semaine prochaine, si Macron nous le permet. Si le virus nous le permet, si Macron nous le permet, et puis comme nous le permettrons.